Sous un projecteur brûlant, Aaliyah Thompson, 13 ans, se tient pétrifiée, le cœur battant à tout rompre, face à une marée de visages moqueurs. L'auditorium de l'Académie Crestwood, un sanctuaire d'élégance et de privilèges, résonne du murmure cruel des rires étouffés. Ce n'est pas une performance, mais un piège, une blague orchestrée par les élites de l'école pour humilier la jeune fille noire, boursière, en la forçant à chanter lors du prestigieux gala d'hiver. Un événement réservé aux talents les plus raffinés. Les regards narquois des 500 spectateurs, presque tous blancs et issus de familles fortunées, perçant sa peau comme des lames. Ils attendent son échec. Un spectacle savamment préparé pour la ridiculiser. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la voix d'Aaliyah, héritée de sa grand-mère, une ancienne chanteuse gospel, pourrait briser leur certitude et faire trembler les murs de cette institution hypocrite. Vous êtes-vous déjà senti exclu, jugé ou piégé par ceux qui se croient supérieurs? Si cette histoire vous touche, mettez un j'aime et commentez « Justice pour Aaliyah » pour rejoindre notre combat contre l'injustice. Maintenant, remontons le temps pour découvrir comment un moment censé l'anéantir pourrait devenir l'étincelle d'une révolution. Aaliyah Thompson se réveille chaque matin à 5h30, bien avant que le soleil ne caresse les fenêtres de leur petit appartement dans un quartier modeste, loin des manoirs opulents qui entourent Crestwood. Sa vie n'a rien de commun avec celle des autres élèves de cette académie d'élite, où elle est l'une des rares étudiantes noires parmi 470 adolescents issus de la haute société. Sa mère, Monique, une infirmière auxiliaire à l'hôpital Saint-Jacques, enchaîne les gardes de nuit et un second emploi de réceptionniste dans un cabinet d'avocats pour couvrir les 30% de frais de scolarité non pris en charge par la bourse partielle d'Aaliyah. Chaque jour, Monique quitte la maison avant l'aube, laissant à sa fille un mot d'encouragement griffonné sur un post-it collé au frigo. « Tu es plus forte qu'eux tous, ma chérie. » Aaliyah ne se plaint jamais, consciente du sacrifice de sa mère. Crestwood représente une opportunité, un ticket pour un avenir meilleur, même si chaque jour dans ses couloirs rutilants lui rappelle qu'elle n'y appartient pas. Dans le silence de l'appartement, elle consacre 15 précieuses minutes à sa passion secrète chantée, sa voix. Un don transmis par sa grand-mère Céleste, une ancienne étoile du gospel dans les années 60, emplit la minuscule salle de bain. Céleste avait enchanté les églises et les clubs de jazz de Chicago avant que le racisme et les responsabilités familiales ne l'obligent à abandonner la scène. Elle est décédée il y a 3 mois, laissant à Aaliyah des souvenirs, une collection de vinyles usés et un talent qu'elle garde caché, de peur d'attirer l'attention. À Crestwood, Aaliyah adopte une stratégie d'invisibilité. Elle traverse les couloirs de marbre, ses livres serrés contre sa poitrine, évitant les regards des autres élèves, dont les chaussures de marque claquent avec assurance. Mais aujourd'hui, son bouclier vacille. Victoria Langston, fille d'un donateur influent dont le nom orne le nouveau centre sportif de l'école, s'approche avec son cercle d'amis, leur sourire aussi tranchant que des couteaux. « Tu as fini le devoir de chimie », lance Victoria à sa complice. Tiffany, en élevant la voix alors qu'Aaliyah passe à côté. C'était pratiquement impossible sans tuteur privé. Non, certaines personnes n'ont vraiment pas leur place dans les cours avancés. Les mots, chargés de mépris, ne sont pas subtils. Aaliyah garde les yeux baissés, le visage impassible, mais la honte lui brûle les joues. Elle s'installe au fond de la salle de cours d'anglais de M. Dubois, près de Lena Friedman, la seule personne à Crestwood qui connaît son amour pour le chant. Lena, avec ses mèches violettes et son mépris affiché pour la hiérarchie sociale de l'école, est devenue son alliée depuis l'orientation des premières années, lorsqu'elle a surpris Victoria en train d'imiter l'accent urbain d'Aaliyah dans son dos. « Les vautours tournent aujourd'hui », murmure Lena en ouvrant leur exemplaire de « Leurs yeux regardaient Dieu ». Aaliyah hoche légèrement la tête, remarquant les regards fréquents de Victoria dans leur direction. Les annonces matinales crépitent dans les haut-parleurs, vantant les matchs de lacrosse à venir et les galas de collecte de fonds.
Jusqu'à la dernière information, attention, élèves. Les formulaires d'inscription au gala d'hiver sont disponibles devant le Centre des Arts. Cet événement prestigieux met en lumière les talents exceptionnels de Crestwood devant nos anciens élèves et les recruteurs universitaires. Seuls nos artistes les plus accomplis devraient postuler. La voix du directeur. Beaumont. Porte une implication claire. Ce n'est pas pour tout le monde. Alia se souvient du gala de l'année précédente, où elle avait observé depuis le dernier rang une succession d'élèves blancs interprétant des pièces classiques et des standards de Broadway. Une étudiante noire de seconde qui avait joué une pièce de jazz au piano avait été critiquée pour son manque de précision technique, malgré une prestation irréprochable. À la cafétéria, Alia et Lena s'installent à leur table habituelle près de la sortie. Alia déballe son sandwich simple, tandis que les conversations autour d'elle tournent autour de week-ends à Paris et de résidences secondaires dans le sud de la France. De l'autre côté de la salle, Victoria trône à la table centrale, son rire perçant le brouhaha alors qu'elle chuchote quelque chose qui pousse ses amis à fixer Alia. Elle mijote quelque chose, prévient Lena. Suivant le regard d'Alia, Victoria semble trop intéressée par l'annonce du gala. Alia hausse les épaules, se concentrant sur son repas. Peu importe, je ne suis pas sur leur radar. Mais à peine a-t-elle prononcé ces mots que Victoria s'avance vers leur table, son expression faussement amicale. « Alia, il fallait que je te parle », dit-elle en s'asseyant en face d'elle. Lena se crispe, mais Victoria poursuit avec un charme étudié. « J'ai entendu Mme Hargrove dire qu'elle voulait plus de diversité au gala cette année. Tu sais, pas seulement les trucs classiques. Je me disais que tu pourrais participer, faire quelque chose qui représente ta culture. » La formulation fait tressaillir Alia. « Je ne me produis pas, » répond-elle sèchement. Le sourire de Victoria ne vacille pas. « Mais tout le monde devrait partager son héritage. Moi, je joue une pièce au piano pour honorer mes racines européennes. Tu pourrais faire quelque chose de plus rythmique. » Lena s'apprête à répliquer, mais Victoria est déjà debout. « Réfléchis-y, ça ferait tellement bien pour l'image de l'école. » Alors qu'elle s'éloigne, Lena attrape le bras d'Alia. Ne lui fais pas confiance. Quoi qu'elle prépare, ce n'est pas pour célébrer la diversité. Alia acquiesce. Mais les mots de Victoria l'ont touchée. L'image de Crestwood est un problème réel. Un article récent dans la presse locale a pointé du doigt les institutions élitistes comme Crestwood pour leur manque d'inclusion. Peut-être que participer forcerait l'école à reconnaître les talents de ses élèves marginalisés. En cours de musique, elle repousse ses pensées. Madame Hargrove, une femme mince aux cheveux gris impeccablement coiffés, discute du gala tout en distribuant les formulaires d'inscription. Cet événement est suivi par des anciens élèves influents et des recruteurs universitaires. Ne vous inscrivez que si vous êtes prêt à défendre les standards d'excellence de Crestwood. Son regard s'attarde un instant de trop sur Alia, après le cours, alors que les élèves sortent. Alia remarque Victoria s'attardant près du bureau de Mme Hargrove, lui jetant un sourire narquois qui lui glace le sang. Ce soir-là, Alia trouve sa mère endormie sur le canapé, encore en tenue d'hôpital. Elle la couvre d'une couverture avant de se retirer dans sa chambre pour faire ses devoirs. Les vinyles de sa grand-mère l'appellent depuis leur étagère. Elle en choisit un, le pose délicatement sur le vieux tourne-disque que Céleste lui avait légué. La voix riche remplit la petite chambre, et Alia ferme les yeux, se remémorant les week-ends passés chez sa grand-mère, apprenant les gammes et les techniques de respiration que Céleste considérait comme partie intégrante de leur héritage. « Ta voix est ton pouvoir », disait-elle souvent. « Et ils craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler. » Alia chante doucement avec le disque, laissant la musique apaiser le stress de naviguer dans l'environnement hostile de Crestwood, ignorant que le lendemain briserait son invisibilité soigneusement construite. Le panneau d'affichage devant le Centre des Arts attire une foule d'élèves excités, scrutant la liste des participants au gala.
Alia passe sans y prêter attention, préoccupée par un contrôle de mathématiques prévu en 3e heure. Ce n'est que lorsque Lena accourt dans le couloir, le visage rouge d'alarme, qu'elle comprend qu'un problème se profile. « Ton nom » halète Lena, tirant Alia vers le panneau. Il est sur la liste. Alia se fige, fixant son nom clairement imprimé sous la catégorie « Solo vocal, spiritual afro-américain ». Une signature qui ressemble à la sienne, mais qui n'est pas la sienne. Figure à côté. « Je ne me suis pas inscrite », murmure-t-elle, le cœur battant. Plusieurs élèves à proximité se tournent pour regarder, dont 2 amis de Victoria qui échangent des sourires complices. La vérité la frappe comme une gifle. Victoria a falsifié sa signature. Alia se précipite vers Madame Hargrove, qu'elle trouve en train de ranger des partitions dans la salle de chorale. « Madame, il y a une erreur. Je n'ai jamais signé pour le gala. » L'enseignante lève à peine les yeux. La date limite était hier. « Alia, ta signature est sur le formulaire. »« Ce n'est pas ma signature, » insiste Alia, sa voix montant de désespoir. « Quelqu'un d'autre a mis mon nom. » Madame Hargrove se retourne enfin, son expression froide. « Tu accuses un autre élève de fraude. C'est une accusation grave. » Elle fouille dans un dossier et produit le formulaire avec la fausse signature. « On dirait ton écriture. Si tu as des doutes sur ton engagement, cela reflète mal ton caractère. » Les élèves de Crestwood honorent leurs obligations. L'implication est claire, se retirer confirmerait qu'elle n'a pas sa place ici. « Qu'est-ce que je suis censé chanter ?» demande Alia, la défaite s'installant dans son estomac. Madame Hargrove consulte le formulaire. « Un spiritual afro-américain de ton choix. Je présume que tu connais ce genre. » L'assomption désinvolte sur ce que la musique doit représenter pour elle la blesse comme une claque. Tout au long de la journée, des chuchotements suivent Alia dans les couloirs. À la pause déjeuner, elle entend une fille de son cours d'histoire dire à une autre « Victoria dit que la fille boursière se prend pour la prochaine Beyoncé. » Une autre répond « Est-ce qu'elle sait seulement ce qu'est une formation classique? » En cours d'anglais. « Monsieur, Dubois annonce qu'ils analyseront des paroles de chansons la semaine suivante. Alia pourra nous éclairer sur les choix plus urbains, dit-il avec un enthousiasme qu'il pense inclusif. Lena donne un coup de pied dans son bureau, attirant un regard sévère mais faisant passer son message. À l'heure du cours de sciences, le directeur Beaumont l'attend devant la salle de biologie. « Mademoiselle Thompson, un mot. » Il la conduit dans une salle vide à proximité, son eau de Cologne coûteuse envahissant l'espace. « J'ai cru comprendre que vous participerez au gala. C'est une belle opportunité pour quelqu'un comme vous. » Il ajuste sa cravate. « J'espère que vous comprenez le niveau de performance que nous attendons. Cela pourrait prouver que vous méritez vraiment votre place à Crestwood. » Les mots « quelqu'un comme vous » et « méritez vraiment » résonnent dans son esprit alors qu'elle lutte pour suivre le reste de ses cours. Ce soir-là, elle s'enferme dans la salle de bain, luttant contre une crise de panique. L'idée de se tenir devant toute l'école, cible d'une humiliation planifiée, la plonge dans une spirale d'angoisse. Lorsqu'elle émerge enfin, sa mère est rentrée, triant les factures à la table de la cuisine. « Ma chérie, tu es pâle, tu es malade », demande Monique, posant une main sur son front. Alia envisage de tout lui dire, mais les cerne sous les yeux de sa mère, témoin de ses doubles journées. L'en dissuade. Juste fatiguée par les révisions. Ment-elle. J'ai beaucoup de contrôle cette semaine. Monique acquiesce, comprenant la pression, mais son regard reste sceptique. Tu sais, je t'ai trouvée plus silencieuse ces derniers temps. Tout va bien à l'école. Tout va bien, répond Alia automatiquement. Une réponse rodée après des mois à cacher les micro-agressions et l'isolement. Juste le stress habituel de Crestwood. Monique étudie son visage, visiblement peu convaincue, mais trop épuisée pour insister. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Aucun lycée ne vaut ton bonheur.
Les jours suivants, Alia se replie davantage. Elle évite le club de journalisme, où elle était la seule élève noire dans l'équipe éditoriale. Elle déjeune à la bibliothèque au lieu de la cafétéria. Lena tente de la soutenir, mais le groupe de Victoria commence à la viser aussi, lançant des commentaires sur les sympathisants des boursiers à portée d'oreille. Le samedi avant le début des répétitions du gala, Alia visite la tombe de sa grand-mère. La pierre tombale simple indique « Celeste Thompson ». Sa voix élevait les âmes. Assise sur l'herbe humide, Alia trace les lettres du bout des doigts. « Je ne sais pas quoi faire. Mamie, murmure-t-elle. Si je refuse de chanter, ils diront que je n'ai pas ce qu'il faut pour être à Crestwood. Si j'échoue, ils diront la même chose. » Le vent d'automne fait frémir les arbres, lui rappelant les derniers mots de Céleste à l'hôpital. Sa voix réduite à un chuchotement. « Ta voix est ton pouvoir, Alia. » Ils craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler. Ne les laisse pas te réduire au silence. Avec une détermination nouvelle, Alia rentre chez elle et recherche en ligne des spirituals afro-américains qu'elle pourrait interpréter. Si cela doit arriver, elle choisira sa propre chanson, refusant les attentes stéréotypées. Lundi matin, une nouvelle complication surgit. Madame Hargrove l'intercepte avant l'appel. « Puisque tu représentes Crestwood devant nos donateurs, j'ai sélectionné une pièce plus appropriée. » Elle lui tend un dossier. Le Maria démontre une formation classique appropriée. Alia ouvre le dossier et découvre une partition pour un morceau d'opéra notoirement difficile, clairement choisi pour garantir son échec. Mais ce n'est pas un spiritual afro-américain, souligne-t-elle. Le sourire de Hargrove est mince. Nous avons décidé qu'un choix plus traditionnel mettrait mieux en valeur les standards de Crestwood. Les répétitions commencent demain. Alors que l'enseignante s'éloigne, Victoria apparaît, son expression faussement compatissante. « Oh, Madame Hargrove t'a donné le Maria. C'était mon idée. Je pensais que tu voudrais prouver que tu peux gérer une vraie musique classique, pas un truc simpliste. » Le piège est complet. Alia reste figée, le dossier tremblant dans ses mains, tandis que Victoria s'éloigne, victorieuse. Mais le comble de l'indignation arrive plus tard ce jour-là. En rentrant des cours, Alia découvre que son casier a été vandalisé des insultes raciales ignobles. « Rentre chez toi » et une caricature grossière d'elle déguisée en chanteuse de rue sont griffonnées à l'encre rouge, accompagnées de partitions déchirées de son classeur de musique, éparpillées sur le sol. Le gardien, M. Lefebvre, passe devant sans un mot, haussant les épaules lorsque Lena l'interpelle. « Juste une blague d'adolescent », marmonne-t-il. Alia, tremblante de rage, ramasse ses affaires sous les regards curieux ou amusés des autres élèves. Lena insiste pour qu'elle signale l'incident, mais le sous-directeur, M. Rochefort, minimise l'affaire. Ces farces vont trop loin, mais ce n'est pas la peine d'en faire un drame. Le personnel d'entretien s'en occupera. Son refus de reconnaître l'acte raciste enflamme Alia, dont la colère bouillonne sous la surface. Ce soir-là, un appel anonyme à l'hôpital où travaille Monique change tout. Une voix froide avertit. « Si votre fille persiste avec ce gars-là, vous pourriez avoir des ennuis avec votre supérieure. Madame Dubois. » Le message mentionne le nom de la superviseure de Monique, une femme liée à un membre du conseil d'administration de Crestwood. La menace, à peine voilée, vise directement la sécurité de l'emploi de sa mère. Alia, en apprenant cela, sent une fureur nouvelle monter en elle, une indignation brûlante contre un système qui non seulement la vise, mais s'attaque à la femme qui a tout sacrifié pour elle. Ce n'est plus seulement une question de chanter ou de se défendre, c'est une guerre contre ceux qui veulent l'écraser, elle et tout ce qu'elle représente. Le centre des arts est désert après les heures de cours, témoin silencieux des efforts solitaires d'Alia avec le Maria. Sa voix craque sur les notes aiguës. Ses poumons brûlent sous l'effort de soutenir les longues phrases. Pendant 3 soirs consécutifs,
Elle reste après l'école, profitant des horaires tardifs de sa mère pour cacher ses luttes. La 4e soirée, la frustration l'emporte. C'est exactement ce qu'ils veulent, marmonne-t-elle, jetant la partition sur le piano. Que j'échoue publiquement. Une voix la fait sursauter. Attention au piano. Il vaut plus que mon salaire annuel. Aliyah se retourne et découvre M. Raymond Carter, le concierge de l'école, debout dans l'embrasure avec son chariot de ménage. Son visage buriné affiche une expression douce malgré ses mots. « Désolé, M. Carter, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un, » dit-elle, rassemblant ses affaires, gênée d'être surprise dans sa faiblesse. « Ne t'arrête pas pour moi, » dit-il en vidant la poubelle près de la porte. « J'ai écouté tes répétitions toute la semaine. Tu as une vraie voix, mais pas pour ce morceau-là. » Son observation est si directe qu'Aliyah s'immobilise. « Vous vous y connaissez en musique. »« Monsieur. » Carter s'appuie sur son balai, un sourire nostalgique aux lèvres. « J'espère bien. J'ai enseigné le chant et la musique à Juilliard pendant 15 ans avant que les circonstances ne changent. » Il dit « circonstances » avec une gravité qui suggère une histoire trop lourde à partager. « Tu es la petite-fille de Céleste Thompson, n'est-ce pas? J'ai reconnu ces techniques dans tes échauffements. » Aliyah est stupéfaite. « Vous connaissiez ma grand-mère. » « Si je la connaissais petite. Ta grand-mère avait l'une des plus belles voix gospel de la ville. Nous avons partagé la scène au Blue Note en 67. » Ses yeux se perdent dans le lointain. Le monde a perdu quelque chose de précieux quand elle a quitté la musique. Aliyah s'approche prudemment. « Pourquoi êtes-vous concierge si vous avez enseigné à Juilliard? » Le sourire de M. Carter s'efface légèrement. Disons que le monde de la musique classique n'était pas tendre avec ceux qui défiaient ses traditions. Un homme noir suggérant que le gospel méritait le même respect académique que l'opéra n'était pas bien vu. Il désigne sa partition. Il joue toujours les mêmes jeux. Je vois, ils t'ont donné une pièce qu'aucune fille de 13 ans ne devrait être obligée de maîtriser. La validation de ses soupçons fait monter les larmes aux yeux d'Aliyah. Je ne me suis pas inscrite au gala. Ils ont forgé ma signature. Et maintenant, je suis coincé. Monsieur. Carter réfléchit un moment, puis dit, « Écoute, si tu es intéressé, je pourrais t'aider à préparer quelque chose qui les surprendra tous. » Son offre est un fil d'espoir inattendu. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi? » demande-t-elle. Il répond simplement, « Parce que j'ai vu trop de talent comme le tien de Céleste être étouffé, et je ne laisserai pas ça arriver encore. » Alors que le chapitre se termine, la colère d'Aliyah contre l'injustice, la falsification de sa signature, le vandalisme raciste, les menaces contre sa mère, se mêlent à une nouvelle détermination. Avec l'aide de M. Carter, elle commence à envisager une performance qui non seulement défie leurs attentes, mais expose leur cruauté. Mais le chemin sera semé d'embûches, car le système de Crestwood est conçu pour écraser ceux qui osent résister. La colère d'Aliyah Thompson bouillonnait comme une tempête prête à éclater, alimentée par l'injustice cruelle qui s'abattait sur elle. Le piège tendu par Victoria Langston et ses complices à l'Académie Crestwood n'était pas seulement une farce mesquine, c'était une attaque calculée contre son identité, son talent et l'avenir pour lequel sa mère, Monique, se sacrifiait jour après jour, après avoir découvert son casier vandalisé de graffitis racistes et avoir appris la menace anonyme contre l'emploi de sa mère. Aliyah sentait une rage incandescente monter en elle, mêlée d'une détermination nouvelle. Elle n'allait pas se contenter de survivre à ce gala d'hiver, elle allait riposter, transformer leur moquerie en un cri de vérité. Dans le silence du Centre des Arts, sous le regard bienveillant de M. Raymond Carter, l'ancien professeur de musique devenu concierge, Aliyah trouvait un refuge inattendu. Il lui proposait de l'aider à préparer une performance qui défierait les attentes stéréotypées de l'école.
Une chanson qui honorerait ses racines tout en exposant l'hypocrisie de Crestwood. Mais le chemin vers le gala était semé d'embûches, chaque pas révélant l'étendue de la cruauté institutionnelle qui cherchait à l'écraser. La rage d'Aaliyah, attisée par chaque nouvelle humiliation, devenait une arme, et elle était prête à l'utiliser. Dans sa chambre, tard le soir, Aaliyah feuilletait le journal jauni de sa grand-mère céleste, cherchant du courage dans ses mots. Une phrase se détachait. « Ils veulent notre silence, mais notre voix est notre révolte. Chante, même quand ils essaient de t'étouffer. » Ces mots, écrits des décennies plus tôt face à un racisme similaire, résonnaient profondément. Céleste avait affronté des directeurs musicaux qui refusaient ses chansons gospel, des salles qui l'engageaient mais la cachaient des publics blancs, des conservatoires qui rejetaient son talent malgré son génie. Aaliyah serrait le journal contre sa poitrine, la colère enflant à l'idée que l'histoire se répétait. Elle ne chanterait pas. L'Ave Maria. Cette pièce d'opéra imposée par Madame Hargrove pour garantir son échec. Avec M. Carter, elle choisit Wade in the Water, un spiritual afro-américain, mais dans un arrangement gospel audacieux qui mettrait en valeur sa voix naturelle tout en respectant les racines de la chanson. M. Carter, lors de leur session secrète après les heures de cours, lui enseignait des techniques de respiration qui élargissaient sa tessiture et des exercices qui renforçaient son contrôle vocal. Ce n'est pas juste chanter, disait-il, ses yeux brillants d'une passion ancienne. C'est canaliser tout ce que tu es, tout ce que tes ancêtres ont enduré. Quand tu chantes, tu portes leur histoire. Chaque note qu'Aaliyah maîtrisait renforçait sa confiance, mais aussi sa fureur contre ceux qui voulaient la réduire à une caricature. Lena Friedman, son allié fidèle, devenait une source de soutien cruciale. Lors d'une pause déjeuner à la bibliothèque, loin des regards moqueurs, Lena partageait des informations troublantes. « J'ai entendu Victoria se vanter à Tiffany qu'elles avaient un plan pour s'assurer que tu rates tout, » murmura-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. « Elles ont quelqu'un dans le département de musique qui les renseigne. » Aaliyah serra les poings, la colère montant à l'idée d'une trahison interne. Mais une lueur d'espoir surgit avec l'arrivée d'un nouvel allié, Ethan, un élève blanc timide qui suivait les mêmes cours avancés qu'Aaliyah. Il l'approcha un jour dans le couloir, mal à l'aise, triturant son sac à dos. « J'ai entendu Victoria parler dans les vestiaires, » bégaya-t-il. « Elle a dit qu'elles avaient payé un technicien pour saboter ta piste sonore au gala. Je ne pouvais pas rester sans rien dire. » Aaliyah, surprise par son courage, le remercia, mais Ethan secoua la tête. « Ne me remercie pas encore. Si je parle publiquement, mes parents perdront leur contrat avec les familles de Crestwood. » Cette confession, bien qu'honnête, attisa la frustration d'Aaliyah. Même ceux qui voulaient aider étaient paralysés par la peur des représailles. Le système était conçu pour maintenir tout le monde en ligne, écrasant toute dissidence. Les répétitions du gala commencèrent, et les obstacles s'intensifièrent. Lors de sa première séance, Aaliyah découvrit que sa piste d'accompagnement, soigneusement préparée avec M. Carter, avait été corrompue. Le technicien, un jeune homme nerveux nommé Julien, haussa les épaules. « Désolé, le fichier est endommagé. Tu devras peut-être chanter a cappella. » Aaliyah, sentant l'odeur du sabotage, insista pour vérifier l'équipement, mais Madame Hargrove intervint. « Ne perdons pas de temps. Mademoiselle Thompson, les autres performers attendent. Si vous n'êtes pas prête, vous pouvez toujours vous retirer. » Son ton glacial était une menace à peine voilée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Aaliyah reçut un message anonyme sur son téléphone, une vidéo trafiquée de sa répétition, où sa voix était déformée pour la faire paraître ridicule, accompagnée de commentaires racistes comme « Retourne dans ta cité » et « Crestwood n'est pas pour toi ». La vidéo, partagée sur les réseaux sociaux internes de l'école, circulait déjà parmi les élèves, déclenchant des rires cruels dans les couloirs le lendemain.
Aliyah, en voyant les sourires narquois de Victoria et de ses amis, sentit une rage pure monter en elle, une indignation qui lui donnait envie de hurler. Il ne se contentait pas de la humilier, il voulait l'effacer. L'escalade de l'injustice atteignit un sommet révoltant lors d'un incident en classe de littérature. M. Dubois, tentant de paraître inclusif, demanda à Aliyah de commenter une poésie qu'il décrivit comme représentative des luttes urbaines, quand elle refusa poliment, expliquant qu'elle préférait analyser le texte sous un angle universel. Il insista, « Mais vous devez bien avoir une perspective unique. Non, quelque chose de plus authentique. » Le sous-entendu raciste, déguisé en bienveillance, fit bouillir Aliyah. Lena, furieuse, lança son livre sur le bureau, attirant l'attention de toute la classe. « Pourquoi ne demandez-vous pas à Victoria de parler de son privilège de riche » cria-t-elle. M. Dubois, embarrassé, la réprimanda. Mais l'incident attira l'attention d'un autre personnage clé, Madame Jenkins, une ancienne professeure noire à la retraite, qui avait enseigné à Crestwood des années plus tôt. Contactée par Lena via un réseau d'anciens élèves, Madame Jenkins invita Aliyah à une réunion secrète dans une librairie communautaire. Librairie Harmony, située dans un quartier éloigné des pelouses impeccables de Crestwood. Aliyah arrive à la librairie un soir, prétendant à sa mère qu'elle rejoignait un groupe d'études. L'endroit était fermé au public, mais une lumière chaude filtrait à travers les vitres. Une jeune femme, Amara, l'accueillit avec un sourire éclatant. « Tu dois être Aliyah. Entre. » À l'intérieur, des chaises formaient un cercle, occupé par des visages de tous âges, majoritairement noirs, mais aussi deux femmes blanches âgées. M. Carter se leva pour présenter Aliyah. « Voici la petite fille de Céleste Thompson. » Un murmure de respect traversa le groupe. Une femme âgée, Madame Joséphine, posa une main sur son cœur. Céleste faisait pleurer les anges avec sa voix. Aliyah, émue, partagea que sa grand-mère était décédée récemment, déclenchant des souvenirs partagés par les participants. Amara prit la parole. « Nous nous réunissons ici depuis 20 ans. Chaque personne dans ce cercle a souffert de ce que tu vis à Crestwood. » Un homme d'âge moyen, ancien élève, raconta comment il avait été disqualifié comme major de sa promotion en 1993 sous prétexte que ses crédits musicaux n'étaient pas académiques. Une femme ajouta qu'on lui avait fixé un entretien universitaire à 6 heures du matin, prétendant que c'était le seul créneau disponible. Les récits révélaient un schéma de discrimination systématique, masqué sous des traditions et des normes. Madame Jenkins expliqua que le gala d'hiver lui-même avait été créé dans les années 60 par des musiciens noirs pour financer des bourses, avant que Crestwood ne s'approprie l'événement, effaçant son histoire et sa diversité. Amara, ancienne élève de Crestwood, révéla qu'elle avait été piégée de la même manière qu'Aliyah en 2015, mais avait triomphé grâce à des alliés. « Maintenant, je suis productrice musicale, et je reviens à Crestwood comme juge du gala cette année, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Ils ne savent pas qui je suis vraiment. Ils voient juste ma nomination aux Victoires de la musique. » Cette révélation alluma une étincelle d'espoir chez Aliyah, mais la colère restait vive. Ces gens partageaient son combat, mais l'injustice continuait, génération après génération. Le lendemain, l'escalade de la cruauté atteignit un nouveau palier d'indignation, pendant une répétition dans la salle de musique à l'heure du déjeuner. Quelqu'un, probablement une des amies de Victoria, enregistra Aliyah à travers la porte. La vidéo, déjà trafiquée pour la faire paraître désastreuse, fut diffusée sur les réseaux sociaux de l'école avec des commentaires racistes encore plus virulents. Elle croit qu'elle peut chanter comme une pro pathétique. La vidéo devint virale parmi les élèves, et même certains professeurs partagèrent des regards amusés. Aliyah, en voyant son humiliation publique, sentit une fureur aveuglante l'envahir. Ce n'était pas seulement une attaque personnelle, c'était une tentative de détruire son esprit, de la réduire à une caricature raciale pour le plaisir des privilégiés. Lena, furieuse, confronta Victoria dans le couloir.
Tu penses que c'est un jeu? Tu crois que personne ne verra à quel point vous êtes pourri? Victoria se contenta de rire. Oh, Lena, toujours à défendre les causes perdues. Elle aurait dû savoir qu'elle n'avait pas sa place ici. Cette arrogance crue fit bouillir Alia. Mais ce qui suivit fut encore pire. En classe de musique, Madame Hargrove annonça l'ordre des performances du gala. Nous avons organisé l'ordre pour mettre en avant nos meilleurs artistes lorsque les anciens élèves sont présents, dit-elle, consultant son clipboard. Alia, vous passerez en dernier, à 21h30. Le timing n'était pas anodin la plupart des invités influents, y compris les recruteurs universitaires. Partait avant 21h. Alia chanterait devant un auditorium vide, une humiliation supplémentaire orchestrée avec précision. Lorsqu'elle protesta, Madame Hargrove répondit avec un sourire pincé. « Si votre performance est assez captivante, je suis sûr que les gens resteront. » Ce soir-là, Monique rentra plus tôt que d'habitude, le visage marqué par l'inquiétude. « J'ai reçu un autre appel anonyme au travail. » annonça-t-elle, posant son sac avec un soupir las. « Cette fois, ils ont dit que si tu ne te retires pas du gala, ils s'assureront que je perde mon poste à l'hôpital. Ils ont mentionné le nom du président du conseil d'administration, qui joue au golf avec mon patron. » Alia, tremblante de rage, sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était plus seulement son combat. Il s'attaquait à sa mère, la femme qui se tuait à la tâche pour lui offrir cette chance. La cruauté de Crestwood ne connaissait aucune limite. Et l'idée qu'ils puissent détruire la vie de Monique pour maintenir leur pouvoir fit exploser une indignation viscérale en Alia. « Ils ne peuvent pas faire ça, » cria-t-elle, frappant la table. « Ils pensent qu'ils peuvent nous écraser comme si nous n'étions rien. » Monique, malgré son épuisement, posa une main ferme sur l'épaule de sa fille. « Ils veulent nous briser, mais nous sommes plus fortes qu'eux. Tu vas chanter, Alia, et tu vas leur montrer qui tu es. » Le samedi suivant, Carter organisa une rencontre discrète avec une ancienne collègue, Madame Leclerc, qui avait accès aux archives de Crestwood. Ensemble, ils découvrirent des photographies et des programmes des premières années du gala, confirmant son origine comme une célébration de traditions musicales diverses, créées par des artistes noirs. Dans une photo de 1967, Alia reconnut sa grand-mère Céleste, debout fièrement sur la scène où elle chanterait bientôt. « Ils nous effacent depuis des générations, » murmura-t-elle, traçant l'image de sa grand-mère. « Ce n'est pas seulement à propos de moi. » Cette découverte attisa sa colère, mais aussi sa détermination. Crestwood avait volé l'héritage de sa grand-mère, et elle allait le reprendre. Mais l'indignation atteignit son paroxysme lors d'un incident final avant le gala, pendant une répétition. Alia trouva son casier à nouveau vandalisé, cette fois avec une note clouée à l'intérieur. « Abandonne, ou ta mère sera à la rue. » La note était accompagnée d'une photo volée de Monique en tenue d'hôpital, prise à son insu, prouvant que quelqu'un l'avait suivie. Cette violation odieuse, cette menace explicite contre la sécurité de sa mère, transforma la colère d'Alia en une fureur incontrôlable. Elle serra la note dans son poing, jurant intérieurement que, quoi qu'il arrive, elle monterait sur scène. Il voulait la réduire au silence. Mais elle allait chanter plus fort que jamais, exposant leur cruauté au grand jour, avec l'aide de M. Carter, de Mme Jenkins et de leur réseau croissant d'alliés. Alia se prépara en secret, affinant sa technique et incorporant des éléments du style gospel de sa grand-mère. Chaque répétition était un acte de défi, chaque note une déclaration de guerre contre un système conçu pour l'opprimer. Alors que le gala approchait, la tension montait, et Alia sentait que l'affrontement final serait plus qu'une performance. Ce serait une bataille pour sa dignité, son héritage et la vérité. La rage d'Alia Thompson était devenue une flamme inextinguible, forgée dans le creuset des injustices infligées par l'Académie Crestwood. Chaque humiliation, la falsification de sa signature, le vandalisme raciste de son casier, les menaces contre l'emploi de sa mère, Monique, et la vidéo truquée qui la ridiculisait,
avait attisé une fureur qui pulsait dans ses veines comme une symphonie de révolte. Le gala d'hiver, conçu comme une scène pour son humiliation publique, allait devenir son champ de bataille. Soutenu par M. Raymond Carter, l'ancien professeur devenu concierge, Mme Jenkins, une enseignante retraitée, et un réseau d'alliés déterminés à exposer la discrimination systémique de Crestwood. Alia se préparait à chanter non seulement pour elle-même, mais pour sa grand-mère céleste, pour sa mère, et pour tous ceux que cette institution avait cherché à réduire au silence. Alors que la soirée du gala approchait, chaque nouvelle tentative de sabotage renforçait sa détermination à transformer leur cruauté en un cri de vérité. Mais le système de Crestwood, avec ses griffes profondément enfoncées dans le pouvoir et le privilège, ne céderait pas sans lutter. La confrontation finale promettait d'être explosive. Et Alia, portée par une indignation viscérale, était prête à faire trembler les murs de leur hypocrisie. Le matin du gala, Alia se réveilla avec une étrange clarté. La peur qui l'avait autrefois paralysée s'était muée en une colère froide et aiguisée. Une arme qu'elle manierait avec précision. Dans la salle de bain, elle effectua les échauffements vocaux que M. Carter lui avait enseignés, sa voix emplissant l'espace avec une puissance nouvelle. Chaque note était un défi, une promesse qu'elle ne plierait pas. Elle choisit sa tenue avec soin, une robe noire sobre, rehaussée du seul bijou qu'elle porterait, la broche en ambre de sa grand-mère céleste, un symbole de son héritage visible sur chaque photo de ses performances passées. Monique entra dans la cuisine alors qu'Alia finissait son petit déjeuner, les yeux marqués par une nuit sans sommeil. « J'ai échangé mon service avec une collègue pour être là ce soir », annonça-t-elle, versant du café dans un gobelet à emporter. « Rien ne m'empêchera de te voir briller. » Ce qu'elle ne mentionna pas, mais qu'Alia avait surpris lors d'une conversation téléphonique tardive, était l'intensification des pressions à l'hôpital, après la menace anonyme. Monique avait porté plainte auprès des ressources humaines pour discrimination potentielle, mais ses supérieurs avaient répondu en scrutant son dossier avec une intensité suspecte, cherchant des prétextes pour la sanctionner. Cette injustice parallèle, sa mère ciblée pour avoir osé soutenir sa fille, attisa la rage d'Alia. Crestwood ne se contentait pas de l'attaquer. Il s'en prenait à tout ce qui lui était cher. À l'école, l'atmosphère était électrique. Les cours s'arrêtaient à midi pour permettre aux performers de se préparer, et les couloirs bourdonnaient d'excitation. Victoria Langston, entourée de ses admirateurs près de son casier, vantait sa pièce au piano, une ballade de Chopin qu'elle décrivit comme la plus exigeante techniquement du gala. En passant, elle lança à Alia un regard triomphant. « Certaines personnes comprennent mieux les classiques », ajouta-t-elle, déclenchant des rires complices. Lena, fidèle alliée, passa un bras protecteur autour d'Alia. « Ignore-les. Ils ont peur de ce que tu vas faire ce soir. » Mais les micro-agressions continuaient. En cours d'anglais, « Dubois demanda à Alia si elle préparait quelque chose d'urbain pour le gala, son ton révélant ses préjugés. À midi, Alia se réfugia dans un coin tranquille de la bibliothèque pour déjeuner, appelant M. Carter pour confirmer les derniers préparatifs. « Amara a un contact dans la régie son qui s'assurera que ta piste fonctionne, » la rassura-t-il. Et Mme Joséphine a mobilisé tout le monde de la réunion à la librairie. Ils seront là pour te soutenir, même s'ils doivent prétendre être là pour autre chose. Ce plan de contingence visait à contrer l'horaire tardif de sa performance, prévu pour vider l'auditorium des invités influents. Mais un message urgent de Lena interrompit son soulagement. « Il y a un problème avec mes parents. Appelle-moi vite. » Au téléphone, Lena semblait au bord des larmes. « Les Langston ont invité mes parents à un dîner exclusif avant le gala avec le conseil d'administration. Quand ils ont refusé pour te soutenir, le père de Victoria a laissé entendre que ça pourrait nuire aux affaires de mon père avec les familles de Crestwood. Ils menacent carrément les moyens de subsistance des gens pour un spectacle étudiant. » Cette révélation, bien qu'attendue vu l'ampleur de la corruption, fit bouillir Alia.
L'arrogance de leur pouvoir était insupportable. À 16 heures, les performers furent convoqués pour les dernières vérifications sonores. Aaliyah entra par la porte de la scène, sa robe dans un sac à vêtements, et trouva les coulisses en effervescence. Les techniciens ajustaient de l'éclairage. Les élèves nerveux répétaient leur dernière fioriture. Madame Hargrove, au centre de la scène avec son clipboard, dirigeait les préparatifs avec une précision militaire. En apercevant Aaliyah, son expression s'aigrit. « Vous êtes au microphone 3 pour votre vérification, » dit-elle sèchement. « Essayez de ne pas prendre trop de temps. » Le microphone assigné à Aaliyah était placé à l'extrême bord de la scène, partiellement masqué par le grand piano, minimisant sa visibilité. Lors de sa vérification, elle retint délibérément sa voix, ne révélant qu'une fraction de ce qu'elle avait préparé. Victoria, observant depuis les coulisses, sembla se détendre, croyant à une répétition médiocre. En quittant la scène, Aaliyah faillit percuter le directeur Beaumont, en conversation intense avec un homme en costume coûteux, Bernard Langston, le père de Victoria. Leur discussion s'arrêta net à son apparition, leur regard chargé de dédain. « Mademoiselle Thompson, » dit Beaumont avec raideur, « j'espère que vous êtes prête à représenter les standards de Crestwood ce soir. » Langston ne s'embarrassa pas de politesse. « Alors, c'est vous, l'élève boursière qui cause tout ce remue-ménage, » dit-il, la toisant comme une marchandise défectueuse. « J'ai entendu dire que vous aviez choisi une approche peu orthodoxe. » La remarque confirma qu'ils avaient des informateurs au courant de ces préparatifs avec M. Carter. Un tumulte près de la porte de la scène interrompit l'échange. M. Carter était arrivé, portant une petite mallette contenant probablement des documents pour la performance d'Aaliyah. Les agents de sécurité l'interceptèrent immédiatement. « Monsieur, cette zone est réservée aux performers et au personnel autorisé, » annonça l'un d'eux. « J'apporte du matériel pour une performeuse, » expliqua calmement M. Carter, montrant la mallette. Beaumont s'avança, Langston sur ses talons. « Monsieur Carter, je crois avoir été clair concernant votre implication dans le gala. Vous n'êtes pas autorisé ici. » Sa voix était assez forte pour que tous entendent. L'humiliation publique intentionnelle. À partir de ce matin, vous êtes en congé administratif en attente de révision de votre contrat. Veuillez quitter les lieux immédiatement. L'annonce frappa Aaliyah comme un coup de poing. Ils avaient licencié M. Carter pour l'avoir aidé. Son visage resta impassible alors que la sécurité l'escortait dehors. Mais le regard furtif qu'il lui lança disait tout. Ne baisse pas les bras. Dans le vestiaire, Aaliyah découvrit que son espace avait été saboté. Sa piste d'accompagnement, censée être chargée dans le système sonore, avait disparu de la liste du technicien. Les réglages spécifiques de son microphone avaient été ignorés. Même son nom sur le programme était mal orthographié, Aaliyah Thompson. Une erreur trop ciblée pour être accidentelle. Seule dans les toilettes. Aaliyah lutta contre les larmes de frustration. À travers la porte, elle entendit Victoria et ses amis entrer, leur voix résonnant contre le carrelage. Papa dit que si elle fait des histoires, sa mère pourrait perdre son boulot à l'hôpital, disait Victoria. Le président du conseil joue au golf avec le directeur tous les dimanches. Une autre fille ricana. Pense-t-elle vraiment que quelqu'un veut entendre sa musique de ghetto? Les juges se boucheront les oreilles. Madame Hargrove m'a déjà dit que je recevrais le prix de la meilleure performance, continua Victoria, sa voix débordant d'arrogance. Ils l'annonceront juste après ma pièce, pour que les recruteurs l'entendent avant de partir. La cruauté désinvolte, l'entitlement, et la manière systématique dont ils avaient truqué chaque aspect du gala brisèrent presque la détermination d'Aaliyah. Pendant un instant, elle envisagea d'abandonner, de mettre fin à cette mascarade avant qu'elle ne l'humilie davantage. Puis son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu, une photo de sa grand-mère Céleste, tirée d'un journal des années 1960 debout sur scène.
la broche en ambre brillante à sa gorge. Avec une légende partiellement visible, Thompson fait vibrer la salle malgré les tentatives de silence. L'expéditeur avait ajouté « Comme ta grand-mère, comme toi ». Aaliyah émergea des toilettes, transformée, une détermination d'acier dans les yeux. Dans son vestiaire, elle épingla soigneusement la broche de Céleste à sa robe. De son sac, elle sortit la partition d'une chanson découverte parmi les affaires de sa grand-mère, non pas « Wade in the Water » ni « Lave Maria », mais une composition originale de Céleste. Voix libre, jamais enregistrée, dont les paroles parlaient de briser les chaînes du silence. Alors que les performeurs se préparaient, Aaliyah s'assit en silence, se centrant avec les exercices de respiration appris ces dernières semaines. Quoi qu'il arrive ce soir, elle ne serait pas réduite au silence. Le système conçu pour la faire échouer lui avait involontairement offert la scène parfaite pour résister. À mesure que le soleil déclinait, des limousines et des voitures de luxe affluaient dans l'allée circulaire de Crestwood. Des femmes en robe de soirée et des hommes en smoking étaient accueillis par des élèves ambassadeurs. Une camionnette de presse locale, non invitée, attira l'attention. Une reporter ajustant son maquillage devant un miroir compact. Beaumont s'approcha, son sourire crispé. « Nous n'avions pas prévu de médias. » La reporter brandit une passe. Un tuyau anonyme sur une performance révolutionnaire ce soir. Une histoire d'héritage musical retrouvé. Notre rédacteur culturel a trouvé ça parfait pour un reportage. L'inquiétude traversa le visage de Beaumont. Derrière le rideau, les performeurs jetaient des coups d'œil à l'audience. Victoria, sous les feux de la rampe pour sa répétition, sa robe rouge captant la lumière, exécuta un passage complexe au piano. Madame Hargrove, à ses côtés, l'inondait de louanges. Lorsqu'elle termina, son père et plusieurs membres du conseil, arrivés tôt pour des sièges privilégiés, l'applaudirent. Aaliyah, dans les coulisses, serrait sa partition, sa robe noire et la broche de Céleste contrastant avec les tenues extravagantes des autres. Une employée s'approcha avec un programme modifié. « Vous avez été déplacé à la position 23 après l'entracte, » dit-elle sans la regarder. Cela repoussait sa performance encore plus tard, bien après 21h30. « Et je vois que mon nom est toujours mal écrit. » Nota Aaliyah, pointant le « Aaliyah Thompson ». Sur le programme, la femme haussa les épaules. Trop tard pour réimprimer. Alors qu'elle retournait au vestiaire, Beaumont lui barra le chemin. « Il est porté à mon attention que vous pourriez dévier de la pièce approuvée. » L'information provenait sans doute de quelqu'un ayant surpris ses répétitions. Tout changement non autorisé constitue une violation du code d'honneur de Crestwood, pouvant entraîner des sanctions, y compris une révision de votre bourse. La menace était claire. Je n'avais pas compris que le code d'honneur obligeait à chanter des pièces choisies pour garantir l'échec, répondit Aaliyah, sa voix ferme, ni qu'il permettait de forger des signatures. Beaumont se raidit. Ce sont des accusations graves et infondées. Concentrez-vous sur la représentation appropriée de Crestwood. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Amara, élégante en tailleur avec son badge de juge, apparut. Directeur Beaumont, nous nous sommes rencontrés à la réception des juges, dit-elle. Son ton professionnel, mais ses yeux croisant ceux d'Aaliyah. Les autres juges vous demandent. Beaumont adopta un charme déférent. Je fournissais juste quelques conseils de dernière minute à une performeuse. Amara resta impassible. Je comprends que cette jeune fille interprète un spiritual afro-américain, en tant que spécialiste de la préservation des traditions musicales. J'ai hâte de voir son interprétation. L'information força Beaumont dans une position délicate. Il pourrait y avoir une confusion sur la pièce choisie. Amara haussa un sourcil. Confusion. Le programme indique clairement un spiritual. Y a-t-il un problème avec une élève honorant son héritage lors d'un événement censé célébrer la diversité? Beaumont, coincé par ses propres valeurs d'inclusion affichées, bafouilla. Aucun problème. Nous respectons les processus d'approbation.
Amara ajouta, « J'ai invité des collègues de l'Association nationale de l'éducation musicale, intéressés par la manière dont les écoles intègrent les traditions diverses. Ils documenteront les performances pour un journal éducatif. » La menace implicite, un examen externe, crispa la mâchoire de Beaumont. « Nous accueillons leur évaluation, » dit-il avant de partir. Amara ferma la porte et chuchota. « Ils sabotent tout. Ton micro a été réglé à faible sensibilité et ils ont ordonné de minimiser le volume de ta piste. » Elle tendit une oreillette discrète. « Ça te permettra d'entendre le tempo correct. Mon ami à la régie s'en occupera. » Alia accepta l'oreillette. « Ils m'ont déplacé après l'entracte. » Amara hocha la tête. « Ne t'inquiète pas. Nos gens resteront. Et j'ai fait savoir aux médias de ne pas partir tôt. Cette camionnette n'était pas prévue, mais elle joue en notre faveur. » Leur conversation fut interrompue par un régisseur annonçant « 15 minutes avant le lever de rideau ». En regagnant le vestiaire, Alia passa devant Victoria et les siennes, qui se turent à son approche, échangeant des regards narquois. Le gala commença à 19 heures avec un discours de Beaumont sur l'excellence de Crestwood. L'auditorium était comble, des chaises supplémentaires ajoutées. Alia, une coulisse. Reconnut des visages de la librairie, stratégiquement dispersés. La première moitié du programme déroula des performances classiques, violonistes, pianistes, chanteurs, d'une précision technique reflétant des années de leçons privées. L'audience, composée de donateurs et de recruteurs, applaudit poliment, les membres du conseil hochant approbateurs. Avant l'entracte, Lena se précipita vers Alia. « Mes parents ont été informés que Victoria va recevoir un prix spécial avant l'entracte, pour s'assurer que les recruteurs le sachent. » Cette nouvelle attisa la fureur d'Alia. Il truquait même les récompenses. Alors que l'audience de Victoria était annoncée, Alia observa depuis l'entrée des coulisses. Victoria, en robe rouge, entama la ballade de Chopin avec une assurance mécanique. Mais à la fin, elle annonça une interprétation originale des traditions afro-brésiliennes, une parodie insulteuse mêlant jazz et hip-hop, exécutée avec des gestes exagérés destinés à se moquer des cultures afro. Des murmures d'inconfort traversèrent de la salle, mais les membres du conseil et la famille Langston applaudirent avec enthousiasme. Beaumont monta sur scène, Victoria à ses côtés. « Mesdames et messieurs, avant l'entracte, les juges souhaitent faire une annonce spéciale. » Un juge âgé, M. Fournier, les rejoignit avec une enveloppe. « Nous avons assisté à une performance si exceptionnelle qu'une reconnaissance immédiate s'impose. Le prix de la meilleure performance va à Victoria Langston pour son travail audacieux. » Amara, à la table des juges, semblait tendue, suggérant que la décision n'était pas unanime. L'annonce, inédite dans l'histoire du gala, déclencha des applaudissements des premiers rangs, mais aussi de la confusion ailleurs. Alia, dans les coulisses, sentit une rage incandescente l'envahir. Il récompensait une moquerie raciste avant que quiconque ait eu une chance de performer. Pendant l'entracte, le chaos s'installa. Lena, furieuse, rejoignit Alia. Ce que Victoria a fait était du racisme pur et ils lui donnent un prix avant que tu chantes. Alia aperçut sa mère stoppée à l'entrée des coulisses par la sécurité. Malgré son passe valide, « Désolé, madame, vous n'êtes pas autorisée », disait le garde, consultant un clipboard où le nom d'Alia était mal orthographié. « Ma fille performe Alia Thompson », insista Monique, gardant son calme. « Pas de performante à ce nom, » répondit-il. Alia s'avança, mais un régisseur l'intercepta. « Vous devez vérifier votre son immédiatement. Votre piste est corrompue. » Il montra un écran où son accompagnement affichait des erreurs. « Vous pouvez chanter a cappella ou vous retirer. » Le sabotage s'intensifiait. Alors l'entracte se terminait. Alia observa les spectateurs revenir. Beaucoup des premiers rangs, incluant les recruteurs, ne revinrent pas, ayant vu le clou du spectacle. Le poids du racisme institutionnel l'écrasait, mais une petite voix l'interrompit. « Tu es Alia Thompson. »
Une jeune fille noire, peut-être 8 ans, en robe soignée, tenait un programme. Ma maman m'a amené pour te voir. Elle dit que tu vas chanter comme nos grandes-mères. Derrière elle, une femme âgée hocha la tête, son regard encourageant. Leur présence rappela à Aliyah des générations qui avaient surmonté pire. Elle prit sa décision. Madame Hargrove s'approcha, clipboard en main. Compte tenu des problèmes techniques, vous pouvez vous retirer sans pénalité. Aliyah soutint son regard. Je performe comme prévu. Hargrove, déçu, répondit. Très fort bien. Vous devrez chanter a cappella. Alors qu'on la guidait vers la scène, une commotion éclata près des portes. Carter entra, menant un groupe de la librairie et d'autres alliés, remplissant les sièges vides. Langston se leva, chuchotant à Beaumont, dont le visage s'assombrit en reconnaissant d'anciens élèves contestataires. Madame Hargrove monta sur scène, sa voix tendue. Notre dernière performeuse ce soir est l'élève boursière Aliyah Thompson, interprétant un spiritual traditionnel. Le flou intentionnel soulignait leur méfiance. Le spotlight resta faible, le micro d'Aliyah à l'écart, mal éclairé. Elle ajusta le micro, notant un mouvement à l'entrée latérale. Monique apparut, aidée par une alliée inattendue, Madame Langston, la mère de Victoria, dont l'expression suggérait un désaccord avec son mari. Aliyah toucha la broche de Céleste, faisant face à l'audience, repérant les alliés dispersés et Amara attentive. L'accompagnateur attendit son signal pour une piste inexistante. Aliyah s'approcha du micro. En raison de difficultés techniques, je chanterai sans accompagnement. Victoria, dans le premier rang, sourit victorieusement. Beaumont se détendit, pensant qu'une performance a cappella serait médiocre. Aliyah ferma les yeux, se centrant comme Céleste le lui avait appris dans son journal, « Ne chante pas pour eux, chante au-delà, vers la vérité. » Le silence devint expectant. Puis, sans préambule, sa voix s'éleva, claire et puissante, entamant « Wade in the Water ». Le spiritual commença traditionnellement, honorant ses racines. Certains spectateurs hochèrent la tête, surpris par sa qualité vocale. Beaumont consulta sa montre, impatient. Mais au second couplet, Aliyah transforma sa performance, passant à l'arrangement gospel de M. Carter, incorporant le style de Céleste. Des murmures d'appréciation vinrent des musiciens dans l'audience, reconnaissant la technique. Le sourire de Victoria vacilla alors que des applaudissements épars saluaient la transition. Aliyah tissa des références à d'autres chansons de liberté, créant une tapisserie musicale célébrant la persévérance. Amara hocha la tête, les autres juges échangeant des regards surpris. La confiance d'Aliyah grandissait, sa voix gagnant en force. Puis, elle exécuta son coup le plus audacieux, passant à voix libre de Céleste. Les paroles, commençant doucement, parlaient du silence imposé, de la culture appropriée et rejetée. L'émotion brute créa une tension palpable. Beaumont se redressa, son expression s'assombrissant, comprenant que ceci dépassait un simple gala. C'était une déclaration publique. En coulisses, Madame Hargrove fit signe au technicien de couper le micro. Il hésita, regardant Amara, qui secoua la tête. Victoria et les siennes tentèrent une distraction, froissant leur programme et chuchotant bruyamment. Lena, stratégiquement placée, se leva, bloquant leur vue, rejointe par des alliés formant une barrière humaine. La voix d'Aliyah gagna en puissance, fixant Beaumont alors qu'elle chantait « Vous craignez ma voix, car elle porte une vérité que vos murs ne contiennent pas. » Il se leva à moitié, prêt à interrompre, mais se figia sur les caméras des téléphones braqués sur lui. La camionnette de presse, discrète à l'arrière, filmait tout, réalisant le désastre potentiel d'interrompre une élève noire chantant sur l'oppression. Beaumont se rassit, son visage rigide de colère. Alors qu'Aliyah approchait des derniers couplets, sa voix atteignit une clarté cristalline, fruit d'années de chant privé,
des semaines d'entraînement avec M. Carter et des générations d'héritage musical. La composition se conclut sur la résilience. Tirée de l'adversité, sa dernière note plana, soutenue avec un contrôle parfait, s'évanouissant dans le silence. Pendant quelques battements de cœur, l'auditorium resta immobile. Puis M. Carter se leva, applaudissant avec emphase. Amara le rejoignit, signifiant plus qu'une simple appréciation. 1 à 1. Les spectateurs se levèrent, les applaudissements devenant un tonnerre. Lena cria de joie, rejointe par les alliés de la librairie. L'ovation engloba même certains sceptiques, touchés par la performance. Beaumont, Madame Hargrove. Langston et quelques membres du conseil restèrent assis, leur immobilité contrastant avec l'enthousiasme. Le visage de Victoria, dépourvu d'arrogance, trahissait la confusion. Alia chercha sa mère, la trouvant dans l'allée latérale, des larmes de fierté coulant librement. Leurs regards se croisèrent, un échange muet d'amour et de triomphe. En saluant, la broche de Céleste scintilla sous un spotlight soudainement intensifié, marquant un moment au-delà de la vindication personnelle. Sa voix avait relié le présent au passé, l'individu à la communauté, la performance à la protestation. Le lendemain matin, Alia se réveilla sous une avalanche de notifications. Lena avait envoyé plusieurs messages. « As-tu vu les nouvelles? Ils te surnomment une sensation, mais passent à côté du vrai message. » Monique entra avec une tasse de thé, s'asseyant au bord du lit. « Tu as causé un sacré remue-ménage, » dit-elle, mêlant fierté et inquiétude. « L'école a appelé. Ils veulent nous voir immédiatement avec Beaumont. » Elle montra son téléphone, ouvert sur un site d'actualité locale titrant « Crestwood découvre un talent extraordinaire chez une boursière ». L'article, illustré d'une photo d'Alia sur scène, la présentait comme une anomalie surprenante, omettant la discrimination, le sabotage et le contexte de sa performance. « Ils réécrivent l'histoire », réalisa Alia. Monique hocha la tête. Une réponse institutionnelle classique. Effacer la vérité avant qu'elle ne prenne racine. À Crestwood, l'administration était en ébullition. La secrétaire de Beaumont les conduisit dans une salle de conférence où attendait non seulement le directeur, mais le président du conseil, le directeur de la communication, un avocat, et Madame Hargrove. Cette démonstration de force visait à intimider. « Merci d'être venu si vite », commença Beaumont, son ton faussement chaleureux. « Nous voulions féliciter Alia pour sa performance remarquable. Elle a un don que nous n'avions pas pleinement apprécié. » Le président, M. Thierry, ajouta « Nous sommes si impressionnés que nous souhaitons mettre Alia en avant dans nos campagnes de collecte de fonds. Son histoire incarne l'engagement de Crestwood pour la diversité. » Le langage condescendant et la tentative de détourner son succès laissèrent Alia sans voix. Monique, elle, ne se laissa pas manipuler. « Si je comprends bien, après des mois de discrimination, après avoir piégé ma fille pour qu'elle échoue, après avoir menacé mon emploi, vous voulez maintenant l'utiliser comme symbole de diversité. » Le sourire de Beaumont se crispa. « Madame Thompson, ce sont des accusations graves sans preuve. Crestwood a toujours soutenu Alia, comme en témoigne sa bourse. » La réunion fut interrompue par un coup urgent. La secrétaire, agitée, annonça « M. Langston est ici avec son avocat. Il exige une attention immédiate. » Beaumont et Thierry sortirent, laissant un silence tendu. À travers la porte entr'ouverte, des voix élevées parvinrent de Langston menaçaient de poursuites pour diffamation et humiliation ciblée, prétendant que la performance d'Alia avait délibérément embarrassé Victoria en soulignant le racisme de sa pièce. L'absurdité, dénoncer le racisme était plus grave que le racisme lui-même, encapsulait l'environnement qu'Alia avait navigué. À leur retour, Beaumont conclut
Nous reprendrons cette discussion plus tard. Des affaires urgentes nous attendent. En quittant le bâtiment, Alia et Monique trouvèrent Tamara dans le parking. Ils sont en mode contrôle des dégâts, dit-elle. Le conseil a tenu une réunion d'urgence à minuit pour coopter ton succès tout en neutralisant son impact. Elle tendit une carte à Alia. Je t'offre une place dans notre programme intensif d'été pour jeunes artistes vocaux, sans condition, juste un développement authentique de ton talent. L'offre était généreuse, mais vite éclipsée par de nouvelles complications. Lundi, l'atmosphère à Crestwood avait changé. Les professeurs qui ignoraient Alia auparavant l'interpellaient constamment, feignant un intérêt tout en la surveillant. Certains élèves cherchaient des selfies avec l'étoile de Crestwood, tandis que le cercle de Victoria intensifiait son hostilité par des tactiques d'isolement. Madame Hargrove annonça une réunion du département de musique, insistant sur la précision technique plutôt que la manipulation émotionnelle. Une critique voilée de la performance d'Alia. Lena rapporta des nouvelles troublantes. Mes parents ont appris que le conseil a tenu une réunion d'urgence sur la réputation de Crestwood. Certains donateurs s'inquiètent du message politique d'un gala censé être artistique. Plus grave, Monique reçut un courriel du comité des bourses demandant une révision académique d'Alia, malgré son 3,8 de moyenne, un prétexte pour révoquer sa bourse. Mais Carter restait en congé administratif, des rumeurs suggérant que son contrat ne serait pas renouvelé. Une pétition étudiante pour sa réintégration fut réprimée comme ingérence inappropriée. La riposte systémique s'étendait au-delà d'Alia. D'autres élèves noirs signalèrent une surveillance accrue, comme si sa résistance avait déclenché une répression générale. Lena découvrit que Crestwood prévoyait de restructurer son programme de bourse l'année suivante, éliminant l'initiative de diversité qui avait permis à Alia d'intégrer l'école. L'enregistrement du gala, habituellement disponible en ligne, restait absent, le bureau de communication invoquant des difficultés techniques. Mais une alliance inattendue se formait. Des parents d'élèves de couleur contactèrent de Monique, partageant des expériences similaires de discrimination. Des parents blancs progressistes, dont ceux de Lena, commencèrent à questionner l'administration lors des réunions du conseil. Des organisations locales de droits civiques s'intéressèrent à l'affaire après la diffusion de l'article de presse. La performance d'Alia trouva un écho au-delà de Crestwood. Un étudiant avait filmé sa performance et l'avait postée en ligne, juxtaposée à la parodie raciste de Victoria. La vidéo gagna en popularité, les éducateurs musicaux louant sa technique, les défenseurs des droits civiques pointant la réponse institutionnelle comme exemplaire de la discrimination que Alia avait dénoncée. Les efforts de Crestwood pour contenir son message étaient submergés par l'authenticité de sa performance. Mais l'attention publique apporta de nouveaux dangers. Des menaces anonymes arrivèrent à l'appartement des Thompson, certaines contenant un langage raciste trop ignoble pour être répété. Signalées à la police, elles furent qualifiées de non crédibles. Monique reçut pour la première fois des évaluations négatives au travail, ses supérieurs trouvant soudain à redire à des pratiques qu'ils avaient louées. Le coût de dire la vérité devenait tangible. Testant la résolution d'Alia, après une journée particulièrement dure, où les amis de Victoria avaient renversé son plateau repas sous les yeux indifférents des professeurs. Alia douta. « Peut-être aurais-je dû abandonner », confia-t-elle à Monique à la table de la cuisine. « Tout est pire maintenant. » Monique la regarda pensivement. Est-ce vraiment pire? La discrimination était là, cachée sous des sourires polis. Maintenant, elle est exposée, laide et indéniable. Elle prit la main d'Alia. Ta grand-mère disait que la vérité coûte cher parce qu'elle vaut cher. Tu les as forcés à montrer leur vrai visage. Un message de M. Carter, relayé par Lena, annonça une réunion à la librairie Harmony. Le rassemblement avait grandi, les chaises s'étendant à travers plusieurs pièces, remplies d'élèves actuels et anciens, de parents, d'activistes et même de professeurs risquant leur poste.
Amara facilita la discussion, révélant que l'expérience d'Aaliyah avait catalysé un mouvement plus large. Des preuves de pratiques discriminatoires sur des décennies avaient été collectées. Des experts juridiques esquissèrent des plaintes potentielles pour droits civiques. Des contacts médiatiques offrirent des plateformes pour partager l'histoire que Crestwood voulait étouffer. Ce qui avait commencé comme un soutien pour une élève devenait un défi coordonné contre la discrimination systémique. Aaliyah se retrouva face à un choix crucial, accepter l'offre d'Amara pour le programme d'été. Se concentrant sur son développement personnel en quittant Crestwood, ou utiliser sa voix et sa plateforme pour pousser un changement institutionnel, malgré les risques. Ce choix définissait non seulement son avenir musical, mais le type d'artiste et de personne qu'elle voulait devenir. 6 mois plus tard, Aaliyah se tenait devant le Conseil régional de l'éducation, sa voix ferme, présentant le fruit de mois de résistance organisée. Les documents devant vous démontrent un schéma de pratiques discriminatoires à l'Académie Crestwood sur plus de 30 ans. Déclara-t-elle, désignant le dossier remis à chaque membre. La salle était comble de supporters, de journalistes et d'avocats de l'équité éducative. Monique, aux côtés des parents de Lena, incarnait la coalition née d'un acte de résistance. Aaliyah avait choisi de rester et de se battre. Avec l'Alliance de la librairie, elle avait aidé à documenter des témoignages d'élèves victimes de discrimination. Mais Carter, plutôt que de contester son licenciement, avait créé un programme musical indépendant pour les élèves marginalisés, attirant étudiants et professeurs bénévoles. Aaliyah jonglait entre ses leçons avec M. Carter, le programme d'Amara et l'activisme, comprenant que l'expression artistique et la conscience sociale étaient liées. Un développement surprenant vint de Victoria. Après la disgrâce publique de sa famille, des preuves révélèrent que son père avait encouragé sa performance raciste pour saper les initiatives de diversité. Victoria, confrontée à son rôle dans la discrimination, approcha Aaliyah 3 mois après le gala. « J'avais tort », dit-elle simplement. Sa confiance habituelle remplacée par du regret. Pas juste pour le gala, mais pour tout. Je n'ai jamais questionné ce qu'on m'a appris sur qui appartient où. Leur conversation n'aboutit pas à une amitié, mais ouvrit une porte à la compréhension. Victoria fournit des documents sur les interférences de son père, ajoutant des preuves cruciales. Beaumont et plusieurs membres du conseil démissionnèrent après un audit révélant des malversations financières liées aux bourses et admissions. Madame Hargrove conserva son poste après une formation obligatoire sur les biais, son enseignement désormais surveillé. Crestwood créa un programme de bourse transparent en l'honneur de Celeste Thompson, avec mentorat et exigence de compétences culturelles. Lors d'un concert caritatif organisé par le programme de M. Carter, Aaliyah présenta une composition originale. Héritage vivant, mêlant gospel, jazz et classique, honorant son héritage tout en créant du nouveau. En coulisses, Lena organisait les partitions pour les jeunes performers. Amara discutait d'opportunités d'enregistrement. Monique, récemment promue après une enquête sur la discrimination à l'hôpital, coordonnait le soutien médical bénévole. Victoria, encore en quête de rédemption, avait convaincu d'anciens camarades de venir. En performant, Aaliyah remarqua un nouvel affichage dans le hall, retraçant l'évolution de la musique américaine, avec une photo de Céleste parmi les musiciens méconnus. Après les dernières notes, elle resta sur scène, absorbant le poids du voyage. La fille timide qui cachait sa voix était devenue une catalyseuse de changement. Ce qui était destiné à l'humilier avait révélé son pouvoir authentique, non seulement comme talent individuel, mais comme membre d'une communauté refusant le silence. En saluant, elle vit Monique essuyer des larmes de fierté, à côté d'une chaise vide réservée pour Céleste, marquée d'une photo encadrée. Le voyage bouclait la boucle du potentiel réduit au silence de sa grand-mère à la voix amplifiée d'Aaliyah, de la lutte individuelle à la résistance collective, de la discrimination institutionnelle au changement systémique.
L'histoire d'Alia Thompson est une puissante leçon sur la résilience face à l'injustice. Sa lutte contre la discrimination à l'Académie Crestwood, où elle transforme un piège cruel en une victoire éclatante, m'inspire profondément. Elle montre que la colère, lorsqu'elle est canalisée avec courage, peut devenir une force de changement. Dans la culture française, où l'égalité est une valeur chérie, son combat rappelle l'importance de confronter les préjugés, même dans les institutions prestigieuses. La leçon que je retiens est de ne jamais laisser la peur ou le doute étouffer ma voix, qu'elle soit artistique ou morale, appliquée à la vie quotidienne. Cela signifie défendre mes convictions, soutenir les marginalisés et utiliser mes talents pour inspirer. Comme Alia, nous pouvons transformer l'adversité en opportunité, en restant fidèles à nos racines et en bâtissant des alliances. Si cette histoire vous touche, mettez un « j'aime ». Partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer nos récits inspirants. Laissez un commentaire avec « Justice pour tous » pour soutenir la lutte contre l'injustice.